Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé hier matin à Nanterre. Nous allons regarder les faits, ce que nous savons des faits, encore une fois, sans les interpréter, mais en essayant d'analyser, d'expliquer et d'expliquer ce que dit la loi, de préciser ce que dit la loi. La loi, notamment sur le refus d'obtempérer. C'est l'article 435.1 du Code de sécurité intérieure. Je vous lis ce que dit cet article. Policiers et gendarmes sont autorisés à tirer en cas de refus d'obtempérer s'ils ne peuvent stopper la voiture autrement que par l'usage des armes et si, dans sa fuite, le conducteur est susceptible de perpétrer des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Voilà ce que dit cet article. Nous allons réfléchir. Est-ce qu'il faut changer la loi, la modifier? Est-ce que... des quantités de questions sont posées. Vous pouvez réagir, 0826 300 300. Nous avons comme invité ici autour de la table Maître Marie Violot, qui est avocate pénaliste au barreau de Paris. Maître Violot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également Grégory Joron, qui est secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Bonjour, bonjour. Grégory Joron. Bonjour. Et puis Bruno Pomar, qui est président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, ancien instructeur du RAID. Bonjour. Bonjour Bruno Pomar. Merci d'être avec nous tous les trois, encore une fois, 0826 300 300, si vous voulez intervenir. Donc je reprends les faits, vous allez m'arrêter si vous voulez compléter. Si j'oublie quelque chose, ça s'est passé 8h15, 8h20, c'était hier matin à Nanterre. Si j'ai bien compris, le jeune homme, Naël, 17 ans depuis le mois de février. Naël, 17 ans depuis le mois de février, conduit. Il n'a pas le permis, à 17 ans, on n'a pas le permis. Il conduit une Mercedes AMG, c'est un véhicule de prix. Il conduit ce véhicule qui aurait été loué. C'est ce que une société étrangère d'ailleurs. À une société étrangère. Bien. Donc il conduit ce véhicule et il prend, si j'ai bien compris, une voie interdite. C'est la voie de bus, c'est ça? Oui, la voie de bus réservée au taxi. Ouais. Dégagement. Bon. Alors évidemment, il y a deux policiers de la DOPC, c'est ça? Direction de l'ordre public et la circulation. Voilà, c'est ça, la DOPC. Sont deux motards. Tout à fait. Deux motards qui l'arrêtent. C'est logique, et qui viennent le contrôler. Tout ça est très logique. On lui demande son permis, il n'en a pas. Que se passe-t-il là? Les motards peuvent savoir à qui ils ont affaire, même s'il n'y a pas de permis. Grégory Joron. Si régulièrement ils sont sur la circonscription, ce qui semble être le cas, ils ont quand même une connaissance assez fine du sociogramme et des gens qui le contrôlent régulièrement. Bon. Dans la voiture, il y a 3 personnes. Il y a le conducteur, un passager à l'avant et un passager à l'arrière. Maître, si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Non, je vous en prie. Pour l'instant, ça va. Oui, il n'y a aucun problème. Bon, aucun problème. Pas d'interprétation des faits, rien que des faits. Donc il y a 3 personnes dans le véhicule. Alors, les motards sont 2. Ils sont à la gauche du véhicule, avant gauche. L'un des 2 motards vérifie d'éventuels papiers et l'autre a sorti son arme. C'est ce que montre la vidéo qui a été tournée. Il a sorti son arme. À ce moment-là, le jeune Naël redémarre. Le policier tire. Le jeune Naël est atteint à la poitrine. La voiture fait quelques mètres, s'encastre dans un poteau. On essaie le SAMU arrive très très vite au secours de Naël, mais il décède. Ils interpellent un garçon et un qui fuit. Voilà. Alors, dans le véhicule, il y en a un qui est interpellé, l'un des passagers, et l'autre s'en va. Tout à fait. Fuit. Alors, sauf erreur de ma part, il y en a un qui sort du véhicule, qui lève les bras en l'air, et le policier, un des 2 policiers, un des 2 motards arrive et lui fait une espèce de balayette, le neutralise au sol et l'interpelle à ce moment-là. Oui. Ce qui est normal. Non, mais c'est-à-dire, il ne prend pas la fuite. C'est normal. Il ne prend pas la fuite, il sort du véhicule, il lève les bras. Oui, mais il y en a un autre qui a disparu. Ils sont 3 dans la voiture. Je parlais de celui qu'on avait interpellé et de la manière avec laquelle on l'avait interpellé. Je n'ai pas senti de... Non, mais d'accord. Mais bon, il est normal qu'il soit immobilisé.
Bien sûr. Bon. De cette manière-là, c'est normal. Jusque-là, alors, on a un doute. Je ne sais pas, il faudra attendre l'enquête, savoir si les mots qui auraient été prononcés par le policier qui a tiré, c'est peut-être l'un des faits marquants d'hier matin. Enfin, le fait marquant, c'est la mort de Naël. Mais au-delà de la mort de Naël, est-ce que le policier l'a menacé ? Lui a dit, si tu... Enfin, je ne sais pas, quels sont les mots qui ont été prononcés. Bruno Pomar. Attendez, il faudrait que je retrouve les mots. D'éteindre le moteur, chose qu'il ne fait pas. Tu vas te prendre une balle dans la tête. Exactement. Et ce qui est entendu, d'ailleurs, dans les vidéos qu'on voit. Ce qui est une sommation, en fait. La loi lui impose, je crois, sauf erreur de ma part. Alors, c'est pas une sommation de dire... Tu vas te prendre une balle dans la tête, c'est une sommation. Ça peut être interprété comme une sommation. En fait, après, je sais pas, c'est un peu l'objet de la loi, et les problématiques de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire le mot susceptible de porter atteinte à ? Et je pense que tout le débat réside là. Quand le policier lui dit je vais te mettre une balle dans la tête, ça peut s'interpréter, à mon avis, comme une sommation, c'est-à-dire éteins le moteur, ne bouge pas. Après, c'est les expressions que prennent parfois, et je mets des bémols là-dessus parce que j'ai fait un petit peu de terrain, lorsqu'on intervient sur des voyous, etc., c'est du style tais-toi, ferme ta gueule. Quoi, là, il faut dire que les mots sont à un niveau très haut. Maintenant, il va falloir le prouver d'abord. On ne reproche pas aux policiers un vocabulaire outrancier, on lui reproche d'avoir tiré dans le thorax d'un jeune. Bon, l'enquête va nous dire dans quelles circonstances il a tiré. Hein. C'est l'objet de l'enquête maintenant. Hein. Et s'il a levé le droit de tirer, s'il a outrepassé la loi ou pas. C'est toute la question de l'enquête. Bon, visiblement, les policiers connaissaient ce jeune Naël. Alors, ce jeune Naël n'a pas de casier judiciaire. 17 ans, on peut avoir un casier judiciaire à 17 ans. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein, bien sûr, oui, il est issu de la cité Pablo Picasso, qui est quand même connu, évidemment, pour le trafic de stupéfiants. Enfin bon, mais bon. Et il était connu quand même des services de police pour déjà avoir fait refus d'obtempérer déjà, et puis conduite sans permis déjà. Voilà. J'ai deux, trois confrères qui viennent aussi de la cité Pablo Picasso. Non, mais ce que je veux dire par là, non, mais vous avez raison, c'est pas stigmatiser cette cité. J'y travaille, je mets des actions en place en plus à Nanterre, donc vous voyez, avec mon association. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il était connu des services de police. Point. Voilà, ça s'arrête là. Voilà. C'est pas un garçon, c'est sûrement un gentil garçon, mais il avait déjà été arrêté, un délinquant qui a commis des délits. Et il avait déjà commis quelques effractions. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que les policiers le savaient ? Est-ce qu'on lui demande, monsieur, avez-vous un casier judiciaire ? Il le connaissait peut-être, je ne sais pas. Ça, on ne peut pas répondre à la question. Ça, on va pas. C'est facile après de dire il avait un casier judiciaire. Oui, mais les effectifs locaux. Non. On n'a jamais dit qu'il avait un casier judiciaire. Il n'a pas de casier judiciaire. Non, mais il était connu pour avoir fait ce type d'infraction déjà. Mais si on fait une infraction, monsieur, sauf erreur, si on commet une infraction, on est condamné. Donc on a des mentions à son casier judiciaire. Soit il est condamné et on a un casier judiciaire qui est rempli. Soit il n'a pas fait d'infraction. Oui, mais en fait, il était connu pour ça. Moi, tous les retours que j'ai pu avoir. Il avait déjà été arrêté. Il avait déjà fait l'objet d'un refus d'obtempérer. Déjà, il avait refusé d'obtempérer. Oui. Mais si on refuse d'obtempérer, il conduisait sans permis. Mais c'est très simple. Si on refuse d'obtempérer, on commet une infraction. Il y a un juge qui dit voilà, vous avez commis l'infraction de refus d'obtempérer, monsieur, vous êtes condamné à temps. Et donc cette mention n'a pas un casier judiciaire. Il n'avait pas encore été condamné, je crois. Donc en fait, on n'est pas sûr qu'il ait commis un refus d'obtempérer. Mais c'est pas une interprétation de ma part, c'est juste la loi. Il conduisait sans permis. Ah ça c'est une évidence puisqu'il avait 17 ans. Oui, il avait 17 ans. Ça c'est une infraction. Bon, ça n'excuse pas le policier de dire cela. Non, ça. Moi je veux rester le plus neutre possible, vous comprenez ? Pour ne pas, parce qu'il y a tellement d'interprétations, c'est insupportable pour ou contre la police. C'est devenu. Et puis les politiques qui s'en mêlent. Alors là, allez-y. Non mais rapidement, parce qu'en fait la réalité c'est ça, c'est que malheureusement on oublie de parler du vrai sujet, c'est-à-dire cette difficulté qu'elle soit opérationnelle et même du cadre légal qu'on nous impose face justement à ces refus d'obtempérer qui entraînent des mises en danger et qui entraînent des tirs, parce que c'est ça notre réalité. Alors moi, qu'il ait 15 faits ou 0 faits, je pense que ça change pas grand-chose malheureusement aujourd'hui. Certains disent qu'il en a 15, certains disent qu'il n'en a pas. Moi, j'en sais rien. Honnêtement, je ne me suis pas renseigné. Et puis, je vous dis comme je le pense. Je m'en moque un peu. Et ce qui me désole, c'est que justement, certains soit brandissent ça comme un étendard, soit essayent de dire que c'est un ange. Moi, je ne sais pas. Et encore une fois, je m'en fous. L'enquête le dira. Voilà, et l'enquête le dira. Ange ou pas, il est mort. Voilà, exactement. Donc, moi, la difficulté qu'on a, c'est comment on fait aujourd'hui pour expliquer aux gens que ce n'est pas les refus d'obtempérer qui entraînent des tirs. Des refus d'obtempérer, il y en a toutes les 20 minutes en France. Il n'y a pas à chaque fois un policier qui tire ou un gendarme qui tire, heureusement.
On a malheureusement des refus d'obtempérer qui entraînent aussi des morts de policiers et de gendarmes. On le voit aussi trop régulièrement. Et on a surtout, de l'autre côté, des refus d'obtempérer qui entraînent une mise en danger des policiers ou des gendarmes qui se sentent être en légitime défense et qui font usage de leurs armes et qui, malheureusement... Attendez, refus d'obtempérer qui entraîne danger pour les gendarmes et policiers, mais danger aussi pour les citoyens, évidemment. Pour d'autres, regardez. Il faut voir Jean-Jacques régulièrement. 25 800, je parle sous le contrôle de Grégory Joron, 25 800 refus d'obtempérer. Il y a, grosso modo, ce que j'ai vu ce qu'on nous donne comme info, il y a 8000 sorties d'armes de la part des policiers sur des millions d'interventions. Ils font plus de 3 millions d'interventions par an. Et il y a eu 13 morts. 13 morts. Refus d'obtempérer. Je ne compte pas les policiers blessés et morts aussi. Et gendarmes. Et donc, 13 morts, et donc ça veut dire quoi? Non, c'est juste pour faire un bilan, de voir que le sport national, c'est les refus d'obtempérer, que les policiers sont en face-à-face des policiers et gendarmes dégainent leur arme. Et faire du pardon 1% des policiers et gendarmes dégainent leur arme. Oui, mais c'est 1%. Et je dirais tant mieux, même s'il pouvait y en avoir moins, tant mieux. Mais bon, mais s'ils le font, c'est que on va revenir sur la loi. Je voudrais terminer sur les faits. On va revenir sur la loi, sur cette loi de 2017. Est-ce qu'elle a aggravé ou pas les choses? Pourquoi est-ce que dans d'autres pays d'Europe, il y a aussi des refus d'obtempérer, mais il y a moins de morts? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Peut-être c'est la formation, peut-être, mais tout ça, on va aborder, évidemment. On va aborder la formation des policiers ou des gendarmes. Nous allons aborder tout cela. Vous êtes sur Sud Radio, ne vous inquiétez pas. Restez bien à l'écoute et venez vous mêler à la conversation. 0826 300 300, il est 11h16. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h18. Nous sommes avec nos trois invités. Maître Marie Violo, qui est avocate pénaliste au barreau de Paris. Grégory Joron, secrétaire général, unité SGP Police Force Ouvrière. Et Bruno Pomar, qui est président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, ancien instructeur du RAID, évidemment spécialiste de toutes les questions de sécurité. Il est 11h19. Vous êtes sur Sud Radio. Je vois déjà beaucoup d'auditeurs qui ont envie d'intervenir. Je vais vous prendre, Florent, Jacques. Mais je voudrais terminer les enquêtes qui sont lancées. Il y a évidemment le parquet de Nanterre qui a ouvert 2 enquêtes en flagrance. Refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Enquête confiée au commissariat de Nanterre et à la sûreté territoriale du 92 des Hauts-de-Seine. Et puis, autre enquête, homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique confiée à l'IGPN. Ça, ce sont les 2 enquêtes en flagrance. Vous voulez ajouter quelque chose, maître Non, Violo? pas du tout. Non, ça va bien. En fait, l'ouverture des 2 enquêtes, elle est automatique puisque il y a des faits qui justifient d'autres faits. Donc en fait, on peut pas ouvrir une enquête pour pour homicide en fait sur personne, sur le conducteur, et ne pas ouvrir d'enquête sur tentative d'homicide. On est obligé d'ouvrir les 2 enquêtes. C'est toujours ce qui est fait. C'est normal. Le policier est placé en garde à vue. C'est normal. Oui, enfin oui, il peut être. Ah oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Il y a pas, c'est normal. Oui, c'est normal. Il peut être aussi auditionné en audition libre, mais ce qui n'est pas le cas. Là, c'est la garde à vue, c'est assez logique quand même, oui. Parce que la garde à vue, elle obéit à certains critères légaux. Quand il y a des indices qui laissent penser que la personne a commis une infraction. Une commission d'infraction. Bon. Alors, vous avez vu les 2 vidéos, Grégory Joron. Vous avez vu je ne vous demande pas de nous dire s'il est coupable ou pas coupable. Oui, je ne le ferai pas, je vous avouerai. Non, mais attendez, que les choses soient claires. Mais vous avez vu les 2 vidéos. Quelles sont les questions que vous posez? Et en fait, c'est toujours les mêmes questions quand on a ce genre d'affaires-là, et c'est toujours extrêmement difficile d'en parler. Je vous le dis en toute franchise, quand on a nos fesses bien assises sur un siège assez confortable, derrière un micro, dans un studio à 22 degrés. Voilà. 23, parce que c'est 23, même il fait un peu chaud. Mais notre réalité, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est policier et qu'on est confronté à ces situations où, je vous le dis honnêtement, Bruno est dans cette situation-là, moi je suis dans cette situation-là, où on met madame dans cette situation-là, je suis pas sûr qu'on ait les 3 le même comportement, la même réaction. Et c'est toujours cette difficulté face à un sentiment de mise en danger et au déclenchement justement d'un tir. Et c'est justement le travail de la justice, des magistrats, des enquêteurs, d'essayer de regrouper tous les faits qui vont nous permettre d'avoir un regard complet là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant, quel est le contexte pendant, pourquoi et on en est arrivé là. Et c'est ça qui va être intéressant. Moi, les 2 vidéos, si vous voulez, j'ai un regard technique, oui, le positionnement peut-être, etc. Mais j'ai pas, déjà à ce moment-là, vous imaginez bien que je ne veux pas m'exprimer là-dessus.
Notre réalité, c'est réellement cette difficulté face à ce genre d'événement où finalement on en est toujours à se dire à la fin oui mais les policiers auraient dû tirer dans les pneus, oui mais il n'aurait pas dû se mettre devant la voiture, oui mais il aurait dû viser dans le bras. Enfin, je veux dire, on demande du discernement. Nous avons parlé de la formation des policiers et des gendarmes, mais Bruno Pomar quand même, moi il y a une chose qui me surprend, c'est que le policier ait sorti son arme. Tout de suite, c'est normal. C'est normal. Vous savez, et qu'il braque son arme sur le conducteur, c'est normal ou pas? Non, je vous demande des faits, c'est normal ou pas? Oui, on est dans des secteurs qui sont quand même plutôt à risque, hein, même si c'est le matin de bonheur. Hein. Les policiers prennent, on le sait, tout le monde le sait, des risques en permanence, 24 heures sur 24 dans notre société. Ils voient une voiture qui leur paraît pas normale dans cette situation, avec 3 individus à l'intérieur, que le policier, au moment de l'interpellation, sorte son arme pour protéger son collègue ou pour se protéger lui-même, c'est tout à fait normal. Quant à l'utilisation, après, c'est un autre sujet. Mais en attendant, il se protège et c'est normal. Normal, maître? Normal, à considérer que Paris est en train de, que Paris et la région parisienne est en train de devenir le Far West. Moi, je trouve pas que ce soit parfaitement normal. Tout à l'heure, je voudrais juste revenir. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait eu, je ne sais plus qui est-ce qui parlait des chiffres. On parle de l'année dernière, il y a eu 13 décès. 13 morts. 13 morts. Après refus d'obtempérer. Sur des milliers de... Il faut remettre le contexte général. Sur près de 30 000... Non, mais c'est toujours trop, vous avez raison, sûrement. Ah ben, ça fait plus d'un par mois. Oui, mais écoutez, si les policiers, les 13 morts, je pense que les policiers ne l'ont pas. Est-ce que vous savez combien il y a de policiers qui ont été mis en examen? Est-ce que vous savez combien il y a de policiers qui ont été mis en examen? Écoutez, tous les ans, alors si on prend de façon globale... Sur ces 13 faits. Je n'ai pas les détails sur voilà, il y en a 5. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 13 décès. Oui. Sur ces 13 décès, on peut supposer que 13 au moins policiers ont été mis en cause à un moment donné. Ils étaient en légitime défense, les autres. Sûrement. Ben oui, c'est normal, vous êtes dans votre rôle. Non, mais c'est la justice. Moi, je ne suis pas anti-police, je ne suis pas droit de l'homme, je ne suis pas là en train de dire la police tue les gens, pas du tout. Je suis juste en train de dire qu'il y a un problème et que de répéter sans cesse, parce qu'on est un peu là-dedans, que c'est normal de sortir son arme à 8 h du matin parce que c'est une zone compliquée. Je vais terminer. Moi, je vous fais inviter, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je le dis à chaque fois que je rencontre des députés. Je ne suis pas... Heureusement que je ne suis pas sur le terrain à regarder les policiers sortir leurs armes toutes les 2 minutes. Mais alors je vous invite à venir dans un palais de justice et je vous invite à ouvrir un code pénal, ce que je fais toute la journée. On peut s'inviter aussi mutuellement, chacun son métier, et on peut débattre. Mais moi je l'ai fait. Bon, alors attendez. Je ne crois pas. Je vais juste terminer mon propos. Sur 13 décès qu'il y a eu l'année dernière, 13 faits de meurtre. Enfin, de meurtre. Attendez, autant pour moi. 13 décès. Il y a 13 personnes qui sont décédées. Il y a 5 policiers qui ont été mis en examen. Il n'y a aucune condamnation encore, parce que l'enquête prend du temps, parce que les informations judiciaires prennent du temps. Est-ce qu'on peut se satisfaire de cela ? Je ne sais pas. La question qui peut se poser aussi, c'est le traitement judiciaire qui est fait de ces affaires. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais moi, la question qu'on va se poser, dans les enquêtes, c'est pourquoi... La question qu'on va se poser, c'est est-ce que la loi est bien faite? Est-ce que la formation est suffisante? Et pourquoi est-ce que dans d'autres pays d'Europe, il y a aussi des refus d'obtempérer nombreux? Et pourquoi est-ce qu'il y a moins de morts? C'est tout. Moi, est-ce qu'il faut revoir la loi? Est-ce qu'il faut... Je ne mets pas en cause les policiers et les gendarmes, que les choses soient claires. Je ne mets pas en cause... Je veux simplement réfléchir et essayer de trouver des solutions pour améliorer les choses. Ça me paraît, et pour les policiers d'ailleurs, c'est bien d'améliorer, et pour le citoyen, c'est bien aussi. On est bien d'accord. Oui, je veux pas relancer la micro-polémique avec madame, mais je suis un peu étonné par le fait que vous étonniez qu'on ait que 5 policiers mis en examen suite à 13 personnes tuées sur des refus d'obtempérer. Enfin, je veux dire, vous êtes pénaliste, donc je vais pas vous inviter, moi, à faire ce que je fais, et ne m'invitez pas à ouvrir un code pénal, parce qu'en effet, je ne serais pas le mieux qualifié pour tout comprendre. Mais il me semble quand même que quand c'est le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'instruction ou pas d'ouverture d'instruction, ou que les magistrats n'ont pas jugé nécessaire, au regard des éléments qu'ils avaient, d'ouvrir plus loin que ce qui leur permettait de fermer ça. C'est-à-dire que l'enquête, pour eux, c'était une légitime défense, c'est-à-dire que le code pénal était pour le coup et le code de procédure pénale respecté, et que finalement les policiers étaient respecter la loi. Pas inquiétés. La légitime défense, quand
parce que là, il y a une zone un peu grise, peut-être quand même, non, sur la légitime défense. Oui et non, parce à quel moment est-on en légitime défense? À quel moment? Honnêtement, il n'y a pas très difficile. Il n'y a pas de zone parce grise. Que, par exemple, dans le texte de 2017, il y a un mot que je trouve particulièrement imprécis. C'est le mot susceptible. C'est quoi? S'ils ne peuvent stopper la voiture autrement que par l'usage des armes et si dans sa fuite le conducteur est susceptible de perpétrer des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique. Susceptible, c'est... Mais c'est une arme par destination, le véhicule. Hein. Il faut le véhicule, voilà. C'est une arme par destination. Ça peut tuer. Tout à fait. Le véhicule peut tuer. Absolument. C'est la difficulté du métier de policier, c'est le discernement, c'est la réaction à l'instant T, c'est tout ce que ça entraîne derrière, c'est aussi tout ce qu'on nous met sur le dos. Parce que, pardon, mais je ne veux pas parler de ça, mais imaginons toutes les affaires aussi de refus d'obtempérer qui ont engendré malheureusement des morts dans certains quartiers parce que des gamins se faisaient renverser, etc. Et parce que les policiers n'ont pas pu agir comme ils devaient agir et pas pu interpeller la personne en temps et en heure, on nous reproche après de pas faire grand-chose. Donc on est toujours de toute façon dans la polémique pour la polémique. Notre vraie réalité, c'est que la légitime défense, elle n'a pas de zone grise. La légitime défense, c'est quand même peut-être la mesure qu'on apprend par cœur dans tous les sens, presque dans toutes les langues quand on fait une formation de policier. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun policier qui se lève le matin en disant ce matin je vais tuer quelqu'un. Ça n'arrive pas. Voilà. Heureusement que ça n'arrive pas et qu'à chaque fois que ça arrive, je peux vous assurer que j'ai juste pas envie d'être à la place de ces collègues-là. J'ai pas envie. Justifié ou pas. C'est-à-dire que même ceux qui malheureusement ont dû user de leur arme face à un terroriste ou face à quelqu'un qui, pour le coup, ça emportait aucune nuance et aucun doute, eh ben, ils ne le vivent pas tous bien après non plus. Et moi, j'ai envie de dire surtout que, en effet, ce qui pose, pour nous, au syndicat de police, et pour le mien surtout, une TGP Police, un vrai sujet, c'est le traitement du policier mis en cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... moi, je crois en notre état de droit, bien heureusement. Je crois en notre justice, même si elle a du mal à fonctionner, parce qu'elle a à peu près les mêmes mots que la police et que tous nos piliers régaliens aujourd'hui. Oui. Mais je crois surtout que, malheureusement, le traitement policier après n'est pas à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre par rapport à ce qu'on vit tous les jours. Bien. Alors, nous allons voir la loi, revoir est-ce qu'il faut la revoir ou pas. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a plus de tirs? J'insiste bien là-dessus en France qu'ailleurs en Europe. Peut-être parce qu'il y a une haine anti-flic qui s'exprime, peut-être. Je ne sais pas, non? Non, les circonstances font que... Peut-être qu'il y a plus de contrôle aussi. C'est possible, il y a en tout France un tas de circonstances. Moi, là où je voudrais revenir, Jean-Jacques Bourdin, c'est de dire, excusez-moi madame, je ne vous attaque pas en disant ça, mais j'entends ce que vous m'avez dit tout à l'heure, ça m'a un petit peu interpellé, mais avec les politiques qui commentent comment doit fonctionner le policier sur le terrain. Je vous jure, moi je vais dans les tribunaux, je vais dans les prisons même, vous voyez, rencontrer je fais plein de trucs depuis 30 ans, j'ai pas de souci là-dessus. Croyez-moi, et il y a peu de temps, il y a un sénateur qui l'a fait, socialiste, qui était un petit brave, et qui est allé patrouiller une journée avec les braves. Il a eu la peur de sa vie, il a dit « Ouf, c'est utile les braves, moi qui étais contre ». Je pense que c'est important d'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe avec les policiers. Mais ne faites pas cette air désabusée, excusez-moi madame. Mais je vous excuse monsieur, il n'y a pas de problème, je vous excuse bien volontiers. Oui, mais c'est vachement important. Je pense que votre discours participe pour vous. Je pense que votre discours participe à l'huile qu'on met un peu sur le feu pour faire flamber un peu les relations entre la police et les citoyens. Mais je fais ça depuis 30 ans, madame. Vous savez ce que je fais? Attendez, laissez-moi y répondre. Vous savez ce que je fais? J'ai 63 ans. Écoutez-moi, juste un instant. J'ai 350 policiers bénévoles. Je vais dans les quartiers, à Nanterre d'ailleurs. Mais vous êtes décoré de la Légion d'honneur, je crois. Oui, mais pour des faits d'action, je vous rassure. Mais c'est pas pour ça que je parle. Je vais dans les quartiers, dans 160 villes en France, les quartiers les plus difficiles. Mais bravo. Faire du rapprochement avec le policier. Vous me dites que je mets de l'huile sur le feu. Non. Un petit peu. C'est vrai que l'huile sur le feu. Il y en a d'autres, pardon. Dites-moi, il y en a d'autres qui mettent de l'huile sur le feu. Oui, il y en a plusieurs. Par contre, je vais bon, allez, on va continuer. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas pour ça qu'on est anti-policier. Vous me dites que je mets de l'huile sur le feu. Bon, alors, allez. Bon, c'est peut-être un peu malheureux. Il est 11h31. Allez, on va pas donner l'exemple. On va essayer justement d'être plein de sang-froid.
Il est 11h31. Allez, on va prendre Florent et Jacques dans un instant. Et puis, on va revenir sur la loi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette loi. Est-ce qu'il faut la modifier? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est suffisante? Je ne sais pas, moi. La formation, encore une fois, est-ce qu'elle est suffisante ou pas? Allez, 11h31, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h34 sur Sud Radio. Le débat est enflammé. Nous allons prendre des auditeurs quand même, hein, parce que David, par exemple, qui est à Montpellier, qui a 50 ans, qui est agriculteur. Bonjour David, à côté de Montpellier. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Racontez-nous. Alors, déjà, je voudrais vous remercier de me recevoir sur votre radio qui est magnifique et que j'écoute tous les matins sur mon tracteur. Bon. J'espère que je parle pas trop fort. Non, vous parlez bien, David. Bien. Vous êtes où exactement, David? Vous êtes où? En fait, je vais pas trop vous dire. Je vais pas avoir de problème avec personne, mais je suis en fait du côté de Frontignan. Je travaille sur le muscat, vous voyez. Ah d'accord, voilà. J'ai compris. Mais... Le bon muscat de Frontignan, d'accord. Voilà, exactement, on en profite pour faire un peu la pub. Ouais. En tout cas, merci encore pour votre émission. Et je voulais vraiment aussi, la plupart du temps, voilà ce qui m'est arrivé, je vais vous raconter. Je pars un matin, je récupère ma moto au garage. J'ai changé les pneus, j'ai tout fait la révision complète et je pars sur l'autoroute, sur le périph'. Et là, je vais récupérer ma compagne qui travaille chez un grand couturier dont je ne vais pas dire le nom. Je la récupère et on rentre tranquillement à la maison. D'un seul coup, sur le bas-côté, je vois 2 gendarmes en moto qui sont en train d'interpeller un autre motard. Et là, d'un seul coup, je les vois, mais vraiment en furie, monter sur la moto, arriver à ma hauteur, sortir le pistolet, puis me dire « suis-nous, suis-nous, suis-nous ». Puis moi, je suis là avec ma compagne, je suis tout étonné, et on va jusqu'au commissariat, je fais 40 km, je vais jusqu'au commissariat de police, et arrivé là-bas, ils commencent à me mettre des infractions, des contraventions pour les pneumatiques, pour la plaque d'immatriculation, et puis ils me disent comme ça, signé. Et moi je dis mais attendez, regardez les pneus, je viens de sortir la moto du garage ce matin quoi. Non, signé, sinon ta pétasse elle reste là et toi tu rentres à pied. Du coup j'ai signé le papier, j'ai pris ma compagne, on est parti. On a fait un petit rapport qu'on a envoyé au procureur de la République. On n'a jamais eu aucune réponse. Mais bon, c'était vraiment pour vous signaler que on voit bien l'image, l'agressivité qu'il a. Mais David, vous avez des policiers, ou des gendarmes dans votre famille, non? Ouais, moi, en fait, j'ai ma sœur, en fait, qui est commissaire de police sur Paris. J'ai un frère qui est sur Narbonne, qui est gendarme. J'ai un beau-frère qui est dans la douane. Il n'a pas eu de chance. Comment? Vous n'avez pas eu de chance. Votre moto est en état? Ouais, ma moto, elle venait de sortir du garage le matin même. Ils se sont trompés, quoi. C'est rare que les policiers se trompent. Vous savez, moi, permettez-moi, parce que moi, j'adore ma famille, j'adore la police. Il nous faut une police. La police, c'est super important qu'elle soit là. Et je respecte le travail qu'elle faut. Merci, David. Par contre, pour l'agressivité, je trouve pas ça très normal, monsieur l'agent de police. Soyez plus courtois. Merci, David. Jacques est à Marseille. Bonjour, Jacques. Bonjour Monsieur Bourdin et merci de m'accueillir sur Sud Radio. Je vous en prie Jacques, rapidement parce qu'on a énormément d'appels, je veux mettre Florent aussi à l'antenne. Allez-y Jacques. Monsieur Bourdin, je vais être concis. 3 observations très courtes. Je vais te mettre une balle dans la tête. Si j'ai pas un problème de sémantique, ça ressemble plus à une menace qu'à une sommation. Première des choses. Deuxième des choses, le sang-froid devrait faire partie de la première qualité d'un policier. Et certains policiers ont le sang très chaud et la gâchette facile. Troisième observation, il était à côté de la voiture et non pas devant la voiture. Et il ne risquait pas d'être renversé. Voilà. Donc je suis navré pour cet homme qui est allé rejoindre Cédric Chouviat aux cieux. Merci Jacques. Bien, Florent est à Dax. Bonjour Florent. Bonjour. Alors, je vous entends pas très bien Florent avec votre téléphone. Vous m'entendez mieux là? Ah bah oui, parce que vous étiez en kit main libre. Oui. C'est ça. Enfin, voilà, allez-y Florent. Alors, je vais être concis. D'abord en intro, je présente mes condoléances à la famille du petit jeune, clairement. En numéro 2, j'ai été ancien militaire, j'ai fait des vigies pirates, pas des sentinelles, je précise. Le constat que j'ai fait et qui est encore d'actualité,
c'est que la formation, eh ben, elle est pas là. Elle n'est pas là. On me parlait de sang-froid, tout ça, ça s'apprend en formation. Il y a le monsieur du RAID qui est présent, il pourra en dénoter. Ces personnels de la police ne tirent que 100 bastos à 200 bastos par an. Là où les Américains, Los Angeles ou ailleurs, en tirent 10 000 par an. Bon, j'exagère peut-être, mais au moins 5 000. Et troisième chose, le contexte. Je rappelle qu'on a abandonné la mission de sécurité publique qui était dédiée à la relation, enfin qui était utile à la relation citoyen-force publique. Et ça n'existe plus. Et ça, du coup, pour moi, ça entraîne automatiquement soit de la haine, soit du je m'en foutisme, et donc on a une croissance aiguë des refus d'obtempérer. Moi, quand je me fais arrêter, j'ai les chocottes. Et je pense que on est une minorité. Et le petit jeune, je suis désolé, bon, je ne veux pas revenir sur le fait qu'il soit déjà en véhicule à 17 ans, mais quoi qu'il arrive, ça faisait quand même un certain temps qu'ils étaient en train de discuter avec lui, il aurait dû déjà sortir de la voiture, se faire palper, etc., etc. Le gars, il est resté. Et on le voit à peine, mais il n'a pas les mains sur le volant. Donc la procédure qu'a mise en branle le policier, ok, il a sorti son flingue parce que le gars, il n'avait pas les mains sur le volant. S'il est encore en train de fouiller quelque chose dans ses poches ou quoi, Florent, il y avait danger. Sur les faits en eux-mêmes, vous avez vu la vidéo, évidemment, visiblement. Alors après, nous allons attendre l'enquête. Mais dans tous les cas, merci. Alors, plusieurs choses. On en parlait, la formation. Grégory Joron, est-ce que les policiers et gendarmes sont suffisamment formés? Je m'adresse à Grégory Joron et à Bruno Pomar. Est-ce que vous êtes suffisamment formés? Non. Mais on n'est jamais suffisamment formé. Et on peut être le plus formé possible et malheureusement aussi être faillible. Enfin, je rappelle juste que la police est humaine et qu'est de facto, malheureusement, on peut aussi se planter. Alors, on peut aussi avoir un mauvais discernement. On peut aussi se poser la question parce que moi, je pense que la formation, elle doit tout inclure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, monsieur l'a dit, il a un peu exagéré peut-être sur le nombre de cartouches tirées, mais la réalité, c'est qu'on a 3 tirs obligatoires par an, à peu près de 45 cartouches par tir. Donc, on est en gros à moins de 150 cartouches tirées par an pour le policier lambda. Je ne parle pas des services spécialisés et compagnie qui sont évidemment heureusement plus larges. Ça, c'est notre réalité. Et qu'après, malheureusement, je vous dis aussi ce que je pense, l'état de notre formation continue surtout. La formation initiale en école de police, elle est de bonne facture. Alors, le problème, c'est la formation continue. Est-ce qu'on forme un policier à ce genre de situation? Oui. C'est-à-dire, je ne parle même pas de tir. Oui. Je parle de situation où le policier de mise en situation. De mise en situation. Typiquement, typiquement, excuse-moi, c'est une vraie question sur l'évolution de nos institutions. La police est toujours en train d'évoluer, toujours malgré tout ce qu'on peut en penser, même les plus critiques. Je suis désolé, mais on est toujours en train d'essayer d'améliorer les process. Moi, ce que je déplore, c'est qu'en effet, il y a eu une évolution de la loi en 2017 avec un nouvel article qui est celui que vous avez rappelé tout à l'heure, 435-1 du Code de sécurité intérieure, et que finalement, on a deux choses. On a ceux qui rentrent dans la police avec cet article-là aujourd'hui bien en tête et la formation initiale qui va avec, et tous ceux qui étaient avant cet article-là dans la police et à qui finalement, quand on connaît le niveau de formation continue dans la police nationale, c'est-à-dire proche du néant, quand vous êtes en service et que vous voulez être formé, malheureusement, quand on vous apporte des nouvelles notions, c'est extrêmement long pour aller former tous les agents, etc. Et c'est une vraie question. Parce que je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'autour des refus d'obtempérer, à un moment donné, il faudrait peut-être réfléchir à une évolution opérationnelle, parce qu'aujourd'hui, les policiers, quand ils se positionnent devant une voiture, ils se positionnent toujours de la même manière, parce que c'est ce qu'ils ont appris depuis 25 ans, c'est ce qu'ils ont appris depuis 10 ans, c'est ce qu'ils ont appris depuis 6 mois. Et ils ne changent pas de positionnement. Et peut-être qu'il y a une réflexion là-dessus. Je ne suis pas le mieux placé. Mais voilà, la mise en situation. Mais vous savez, oui, mais Jean-Jacques, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Alors, je vais faire le parallèle au RAID. Nous, les mises en situation, j'en ai fait en pagaille pour intervenir sur les terroristes. Si, parce que c'est du drill, la formation. Oui, c'est la répétition. Voilà, c'est la mise en situation. Ça veut dire on répète des situations qui ne sont pas en soi dangereuses, puisqu'on fait de l'entraînement. Oui. On pourrait le faire aussi pour les policiers, de façon à outrance. Mais lorsque vous êtes sur le terrain, avec l'effet tunnel, avec l'adrénaline, avec la tension, avec un casque sur la tête, ça change comme notre collègue. Totalement. On n'est que des êtres humains, on n'est pas des James Bond. Non, je suis d'accord. Mais oui, mais il faut se rendre compte. On dit le policier est en uniforme.
uniforme, le mec il est formé. Oui, mais est-ce qu'on peut pas se dire, est-ce qu'on peut pas se dire aussi, il vaut mieux laisser partir un jeune de 17 ans plutôt que de tirer. Moi, je pose la question. Ben, sur les 25 000 refus d'obtempérer, il y en a plein qui sont partis. Et qui sont partis parce que les policiers ont laissé pour éviter de se faire écraser peut-être. Alors, on parlait de l'IGPN. Pourquoi, c'est vrai, vous faisiez la remarque, pourquoi est-ce que l'IGPN ne nous explique pas quand des policiers sont sanctionnés, pourquoi ils sont sanctionnés, hein, c'est ce que vous disiez. En fait, tout le monde y va un peu de son anecdote, et ce que je peux parfaitement comprendre. Juste sur les tirs des policiers, en plus, je crois qu'ils tirent dans la cible ou en l'air ou sur les côtés, ça ne change absolument rien dans leur formation, ils continueront de porter leurs armes. Donc effectivement, je pense qu'il y a un sujet sur la formation des policiers. Ensuite, sur il faut que le policier porte une arme, tout de même. Mais il faut qu'il porte une arme, mais enfin, il est armé. S'il a tiré, c'est 45 x 3 cartouches. Oui. Qu'il les ait correctement tirés, pas correctement tirés, il aura son arme. Non mais, pardon. Heureusement qu'il a une arme. Oui, non, mais je veux dire, en fait, le port d'arme n'est pas conditionné à la qualité des tirs des policiers. Non, mais si vous me permettez, la qualité d'un tir dans un stand de tir, sans être en situation dégradée, même quand on vous met un peu de lumière, un peu de stress, qu'on vous secoue dans tous les sens, comme c'est le cas pour essayer de se mettre en situation, ne sera jamais la réalité d'une situation dégradée avec la peur, etc. C'est la raison pour laquelle, monsieur, je suis d'accord avec vous, oui, on peut se mettre d'accord. C'est la raison pour laquelle peut-être qu'il faut se tourner vers la loi, et que la loi, elle est là pour protéger et les citoyens et les policiers. Et que le terme susceptible de, qui a été ajouté à la loi en 2017, en fait, il ne protège plus personne, et il est en train de mettre la pagaille dans l'interprétation et que les juges peuvent avoir d'une situation et que les policiers peuvent avoir d'une situation. Après, je vais terminer sur l'IGPN. Tout le monde y va de son anecdote. Moi, je défends une femme dont l'ami a été tué, parce que c'est comme ça que ça C'était en 2022. C'était en 2021. 21 même, oui. Voilà. En mois de juin 2021. Juin 2021, il y a 2 ans. Ils sont dans la voiture, bon, je ne vais pas refaire l'histoire. Il y a une passagère qui n'avait pas de casier judiciaire, mais ça, en fait, on s'en fiche complètement. Il y a une passagère qui est parfaitement innocente, qui va se prendre des balles dans la tête et qui va décéder sur le coup. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a une ouverture d'enquête et on a une ouverture d'information judiciaire qui est donc confiée à un magistrat qui est censé être indépendant. Et on a une enquête qui est confiée à l'IGPN. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Rien. En fait, l'enquête a été menée dès le début, de manière partiale. J'y vais vraiment sans aucun problème, parce que j'ai attendu 1 an, 2 ans, ça va faire 3 ans que j'attends qu'il se passe quelque chose dans son dossier, dans leur dossier. 2 ans. Et que 2021-2023, 2 ans. Oui. Je ne sais plus quoi leur dire à ces gens-là. Et l'enquête policière, elle démarre avec un placement en garde à vue des 3 fonctionnaires de police qui étaient autour de la voiture. Ils sont à l'IGPN, ils sont placés en garde à vue, et vous savez, en garde à vue, on a des entretiens avec un avocat, et ensuite on a une audition qui est menée par leurs collègues de l'IGPN. Dès le début de l'enquête, il y a un problème, puisque c'est le même avocat pour tout le monde, puisqu'en fait, avant de faire chacune des auditions, on fait un entretien, et qu'on se rend compte que les policiers, ils ont tous la même version. Qui est celle de dire qu'ils n'ont rien fait et qu'ils étaient en danger. Peu importe, je vais pas rentrer dans le fin. Oui, mais aujourd'hui, aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est l'IGPN. Oui, mais l'IGPN, c'est pour ça que je vous raconte ça. C'est qu'en fait, l'IGPN, à mon sens, à notre sens, parce que mes confrères pensent la même chose que moi, et encore une fois, on n'est pas anti-police, on est juste des avocats qui défendons nos clients en fonction des codes pénaux, et du code pénal et du code de procédure pénale. C'est tout. Et la manière avec laquelle l'IGPN a mené cette enquête-là pose question. La manière avec laquelle le magistrat instructeur mène son information judiciaire pose question. L'IGPN, ce qui aurait été bien, je pense, c'est qu'elle décide à un moment donné de communiquer sur les policiers sanctionnés. Je me tourne vers vous, Grégory Joron. Est-ce que... Ah bah tiens, nous allons faire ça après la pub. 11h40, on a même parlé de l'IGPN. Est-ce qu'elle communique mal, pas assez? Est-ce que les journalistes sont feignants, paresseux et ne reprennent pas les communiqués? Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, l'Inspection Générale de la Police Nationale, Grégory Joron, publie chaque année des rapports. Ben oui. Combien de policiers
policiers sanctionnés chaque année? Alors pour tout vous dire, je l'apprends pas par cœur. Oui, d'accord. Bon, d'accord. Bon. Voilà. Mais honnêtement, c'est marrant ce procès qu'on fait à l'IGPN. Mais moi je demande. Non, mais je dis pas que c'est vous qui le faites, mais régulièrement. Je voulais savoir s'il y a des policiers qui sont accusés sanctionnés ou pas. De ne pas dire. L'IGPN rend un rapport public sur le nombre de tirs, sur le nombre de personnel. Et explique pourquoi le policier a été sanctionné. Il donne pas tous les détails, mais il donne en tout cas les échelles de sanctions. Ils ne reviennent pas sur les dossiers, mais ils donnent les échelles de sanctions. Et honnêtement, c'est un rapport qui est de plus en plus précis pour le coup et qui est en plus rendu public. Il faut savoir que ce procès-là qui est fait à l'inspection générale, c'est le même depuis 100 ans. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, celui de dire qu'elle protège les policiers et qu'elle enterre les affaires, moi je vais juste vous dire quelque chose qui me semble évident, et c'est pour ça que je pense que c'est un système qui fonctionne pas si mal que ça, c'est que quand vous êtes à l'extérieur, vous pensez que l'IGPN fait pas son boulot et qu'elle est laxiste, et quand vous êtes policier, vous avez peur de l'IGPN parce que vous savez qu'elle va pas vous rater. Ce qui me fait dire que c'est quand même plutôt un truc équilibré en fait à la fin. Bon. Voilà. Mais il y a des sanctions administratives, sanctions judiciaires, parce qu'il y a la justice, c'est pas que de l'entre-soi, on est là pas à donner que des blâmes et des avertissements aux policiers. Il y a des sanctions, mais il y a des policiers qui sont révoqués et qui sont mis en prison. Et l'IGPN est aussi prestataire de services, pardon de le dire comme ça, souvent sous la coupe d'un magistrat instructeur ou d'un procureur sur des enquêtes. Alors, autre question, c'est la lenteur de la justice. Ça c'est vrai, maître. Vous êtes confronté sans cesse à cela. Et l'effort de pédagogie qu'on doit déployer pour rassurer les gens qu'on défend est de plus en plus démesuré. Et va devenir impossible si ça continue comme ça. Je crois qu'il y a un mouvement des greffiers depuis hier et une petite altercation avec leur ministre il n'y a pas longtemps. L'état de la justice, on peut exactement utiliser les mêmes mots MOTS pour raconter les vrais mots de nos institutions. Ce sera les mêmes pour malheureusement définir les choses. Claude. Il y a un avancement là sur les sanctions quand même. Pour Moretti sur les petites affaires qui peuvent être traitées de façon en médiation. Est-ce que ça va désengorger pour autant les tribunaux? Ça, c'est une question. Claude. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. Merci pour mon appel. Très vite, Claude, très vite. Je voudrais d'abord dire que je plains les parents du jeune homme qui est décédé. Oui. Mais ceci étant dit, et sincèrement, moi je voudrais me référer à la jurisprudence médiatique Lola, c'est-à-dire l'instrumentalisation d'un fait divers. On est en train d'instrumentaliser un fait divers pour faire attendez, le on m'intéresse parce que quand on dit alors qui mais tous ceux, ça va de Mbappé à tous ceux qui disent aujourd'hui que finalement en fait le problème c'est la police pas formée, la police pas ceci, la police pas cela. Moi je dis simplement que la police pas formée c'est un problème. Claude. Non, je voudrais terminer ma phrase. Allez-y. Moi j'ai entendu sur les ondes que le CV du jeune homme, soit à la télé hier soir, soit sur les ondes de radio, le CV du jeune homme était déjà assez complet et montrait quand même qu'il avait déjà franchi la ligne blanche entre la bonne conduite et la conduite plutôt risquée et truand. Il était dans la drogue, dans le trafic de drogue, il avait des armes, il avait des trucs comme ça. Claude, ce n'est pas confirmé, nous attendrons l'enquête. Moi restons-en aux faits, Claude. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il n'avait pas de permis, ça c'est sûr. Oui, il n'avait pas de permis, il avait une bagnole de plus de 50 000 €, il avait 17 ans. Donc, je veux dire, et il avait 17 ans. Et voilà. Donc, je veux dire que si vous voulez, moi, je plains sincèrement ses parents, mais je dis que le résultat, c'est la confrontation entre un petit truand et un policier, et que c'est triste et c'est malheureux, mais je voudrais pas qu'on en profite pour dire, tant qu'on n'a pas élucidé la question, que finalement, le policier n'aurait pas dû. Le petit jeune, Claude, ici, nous n'avons pas dit ça, et nous ne le dirons pas, et nous resterons le plus neutre possible. Donc, je veux bien que vous fassiez des procès à qui vous voulez, aux médias que vous voulez, mais je ne veux pas que vous fassiez un procès à ce que nous faisons là depuis 1 heure, parce que depuis 1 heure, justement, je tiens absolument à ce que nous soyons impartiaux. Mais ne visez pas votre émission en particulier. Moi, je dis mais moi, vous savez, Claude, il faut toujours préciser les choses dans la vie. Oui, bien sûr. Mais on est d'accord là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Claude. Merci. Oui, la loi, rapidement. Est-ce qu'il faut changer cette loi ou pas?
Est-ce qu'il faut la modifier ou pas, cette loi de 2017, oui, de 2017. On est au même niveau que les gendarmes, c'est normal. Normal, mais bien sûr. Maître. La formation peut-être à revoir. Il y a du travail à faire sur la formation de nos policiers encore. Elle a été rangée, elle est à 12 mois maintenant. Je crois qu'il y a encore un peu de travail à faire. Maître, est-ce qu'il faut changer la loi ? Moi, je pense qu'il faut changer la loi. Il faut se poser la question de savoir si on laisse le mot susceptible dans le texte, puisque je crois qu'il met en danger et les policiers et les citoyens. Grégory Joron, il faut changer la loi ou pas ? Je pense qu'à la fin, tout ce qui est regardé, c'est justement, malgré tout, les conditions de la légitime défense au-delà de l'article 435-1-1, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait un danger imminent, une réaction proportionnée et concomitante. C'est la justice, rappelons-le, qui doit appliquer la loi. La justice est trop lente. C'est mieux que les artistes et que. Mais c'est mieux que les artistes, les politiques de tout fort. Mais ça, on est bien d'accord. Les sportifs, ouais. Mais on est bien d'accord. Merci à tous les trois d'être venus nous voir ce matin sur cette antenne. Merci à vous. 11h57.